Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Colline pour faire un petit jeu, pour faire un jeu de société. Donc bonjour Colline, Bonjour. salut, bonne année, Oui, bonne année à vous aussi, à tout le monde. merci, bonne santé. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Aujourd'hui, je te propose de faire un petit jeu de société. Ok, donc j'explique. Un jeu de société, c'est un jeu qu'on joue entre amis ou avec la famille, par exemple. Un jeu auquel on joue en famille ou avec les amis. C'est des jeux comme par exemple le Trivial Pursuit. Donc c'est des jeux qu'on pose sur une table. Je sais que dans d'autres langues, on peut dire des jeux de table, mais en français, on dit un jeu de société, comme par exemple le Trivial Pursuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu de société? Les dames, par exemple, les Les échecs. échecs, Ouais. le Euh, Monopoly. le Monopoly, c'est vrai que c'est international en général, le Monopoly. Donc, un petit jeu de société. Alors, je me suis inspiré d'un jeu qui est en italien et qui n'existe pas en français. Je pourrais le traduire par convaincre pour vaincre. Vaincre, ça veut dire gagner. Ça veut dire qu'en fait, on va lire des affirmations et chacun devra être d'accord avec cette affirmation. Et la première personne qui a l'affirmation, elle va essayer de convaincre que c'est la meilleure affirmation, que l'affirmation est bien pour elle et qu'elle est d'accord avec l'affirmation. Et la personne va essayer d'argumenter, de convaincre. Normalement, il y a une troisième personne qui fait le juge ou la juge. Mais là, j'ai pas de troisième personne, donc ça va être vous, les spectateurs sur YouTube, qui allez être les juges et qui allait dire dans les commentaires qui sera le meilleur pour convaincre. Est-ce que ce sera Fabien ou est-ce que ce sera Colline? Ce sont les spectateurs sur YouTube qui vont décider, qui vont faire les arbitres ou les juges. Donc c'est ça le but. C'est là j'ai ici avec moi j'ai un petit bol de cuisine dans lequel j'ai mis 15 phrases. On les voit ici, je les montre sur YouTube. Ici il y a 15 petites affirmations. Et donc, on va les tirer au sort. Enfin, je vais les tirer au sort, on n'est pas à côté physiquement. Donc, je vais les tirer au sort comme ça, sans regarder. Et on va donc tirer une affirmation et je vais lire l'affirmation. Et donc, c'est Colline qui va commencer et elle va essayer d'argumenter pour me convaincre, pour convaincre les spectateurs que l'affirmation est correcte, qu'elle est d'accord avec l'affirmation. Et en fait, une fois que tu as terminé, Colline, je vais essayer de contre-argumenter. Donc, l'adversaire va contre-argumenter pour dire que non, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai, etc. Donc, voilà, c'est ça le but du jeu. OK? Ok, j'ai Très bien. compris. Voilà. Ouais, super. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je te laisse commencer. L'honneur aux dames, hein, bien sûr. Donc, je vais tirer au sort pour toi. Je ne vais pas regarder, bien évidemment, mais ça va être marrant. Donc, évidemment, je connais les phrases parce que j'ai préparé le jeu, mais je n'ai pas préparé, je ne me suis pas préparé à chercher des arguments. Je n'ai pas triché. Donc, c'est parti. Allez, complètement
Donc, on appelle ça un tirage au sort. Donc, quand on fait comme ça, on appelle ça un tirage au sort. Alors, c'est parti. J'ai ici la première affirmation. On va la découvrir. Ouais. Ah! Donc, le plus beau sport du monde est le football. Donc, voilà. Donc, tu dois être d'accord avec ça, Colline. Et moi, après, je ferai la contre-argumentation. C'est un sujet d'actualité. Donc, ça tombe très bien. Ça tombe à pic. OK. OK. Donc, je le mets Ok. là et je l'enlève après. Le plus beau sport du monde est le football. OK. Alors, Je laisse le. Ouais. bien sûr, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. On voit bien que le football est un sport qui réunit les gens, qui rassemble le public plus que tous les autres. En tout cas, dans de nombreux pays, c'est comme ça. C'est le foot est le sport le plus populaire. C'est autour de ce sport-là que les gens vont se retrouver chez eux, manger une pizza, boire une bière et regarder un match. On voit bien quand il y a la Coupe du Monde, par exemple, les gens se retrouvent dans les bars, il y a beaucoup d'ambiance. Je ne connais pas d'autres sports qui créent autant on va dire, de fratrie ou de patriotisme, en tout cas, que le foot pendant la Coupe du Monde, notamment. Moi-même, je ne regarde pas beaucoup de sport à la télé, mais j'ai regardé des matchs de foot de la Coupe du Monde à la télé. Donc, je pense vraiment que pour ça, le foot est le plus beau sport du monde. Il a aussi l'avantage d'être un sport d'équipe. Donc, voilà, on a des joueurs qui doivent s'entraider, qui doivent avancer ensemble et qui doivent coopérer pour gagner. Donc, en ça aussi, je trouve que le foot est un exemple de fratrie et d'amitié. Voilà. OK. Est-ce que je t'ai convaincue? Ah, c'est pas moi, hein. C'est le public. Est-ce que je vous ai convaincu? On verra dans les votes, mais je vais essayer de contre-argumenter. OK. Alors, bien évidemment, ouais, non, c'est pas le football est vraiment, vraiment pas le sport le plus beau du monde. Pas du tout, parce que le football pour moi est une source de beaucoup de problèmes. On voit par exemple que pour cette Coupe du Monde de football, il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu des problèmes parce qu'on disait que le Qatar est un pays en fait qui ne respecte pas vraiment les droits de l'homme, alors que la FIFA, la fédération de football, a accepté que ce soit le Qatar qui organise la Coupe du Monde. Donc, en fait, je pense que le football est devenu tellement médiatique que c'est devenu juste un sport où seul l'argent compte, finalement, parce que le Qatar a dit, voilà, j'ai l'argent, et la FIFA a accepté malgré tous les problèmes que ça a provoqué, malgré le fait que le pays apparemment ne respecte pas très bien les droits de l'homme. Il y a eu des morts à cause des chantiers dans les stades. Donc, en fait, il y a tout. Il y a les problèmes d'argent dans le football. En fait, c'est tellement médiatique, c'est tellement connu que voilà, c'est un sport qui est devenu même boycotté. C'est ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde. Ça a été boycotté par beaucoup de personnes. Il y a eu des chanteuses internationales, par exemple Dua Lipa, qui a refusé de chanter pour la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde, parce qu'elle savait très bien que voilà, c'était un sport juste d'argent, très 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 médiatique, et qu'elle avait honte de chanter pour ce sport, parce qu'elle savait que c'était voilà, un sport qui était pas très très honnête au fond. En plus, voilà, on voit les footballeurs, quand on les regarde, on sait très bien qu'ils jouent la comédie. Ils font semblant d'être blessés, ils font semblant d'avoir mal, ils se jettent par terre pour qu'il y ait des fautes. Donc il y a vraiment tous ces problèmes-là, et pour moi, c'est pas un sport qui représente l'union. C'est vraiment, on voit aussi des sportifs qui au lieu de faire des passes, ils prennent la balle et ils vont tout droit, ils essayent de jouer de manière la plus individuelle possible, parce qu'ils ont la grosse tête, comme on dit en français, ils ont le melon. Ils sont tellement populaires et tellement riches qu'ils se croient Dieu.
Et donc, en fait, ils sont de plus en plus individuels et on voit en fait cette agressivité, cet individualisme, cet égoïsme qui se ressent sur le terrain. Et je trouve que bon, il y a trop d'argent. Je pense qu'il y a de la corruption dans le football. Ça se voit. On a vu tous les problèmes d'arbitrage qu'il y a eu durant cette Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que cette dernière Coupe du Monde, elle a vraiment révélé ce qu'était vraiment le football aux yeux des gens. Et pour moi, donc c'est pour ça que le football n'est pas du tout le sport le plus beau du monde. Alors, si tu veux, on peut faire 2 tours. Tu peux recommencer, recontre-argumenter ce que j'ai dit. Si je t'ai inspiré, tu peux recommencer. Et comme ça, tu contre-attaques. Alors, je veux bien contre-attaquer. Je pense que malgré tout ce que tu as dit, tout ça est surpassé par les émotions que ça crée chez les gens, chez les gens du monde entier. À ce moment-là, tout le monde retient son souffle pendant un match. Tout le monde est très ému. Quand il y a une équipe qui gagne ou qui perd, ça crée des émotions très fortes. Et ça, je pense, pour moi, c'est plus important que toutes les questions d'éthique et de corruption, etc. Très bien. Oui, c'est pas facile, hein. Le jeu est pas facile. Oui, effectivement. Après, il y a aussi le fait que le football crée de la surconsommation, par exemple. Ça provoque des choses qu'on ne ferait pas, qu'on n'achèterait pas d'habitude. Par exemple, les gens vont acheter des télévisions juste pour consommer du football. Donc, voilà, c'est tellement médiatique que c'est devenu quelque chose qui va créer de la consommation de nos jours, il y a des problèmes d'écologie aussi, parce que les stades sont construits et après ils sont abandonnés. Voilà, il y a tous ces problèmes-là en fait dans le football. Ok. Bon, merci. Est-ce que je peux préciser qu'il y a certaines choses que j'ai dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord personnellement, mais je l'ai dit simplement pour aller au bout et pousser le jeu à l'extrême. Hein. Bien sûr que l'éthique est plus importante que, que tout le reste et qu'on peut créer des émotions autrement que par un sport qui va aller à l'encontre des droits de l'homme, évidemment. Non, mais oui, voilà, on sait que c'est juste pour le jeu, effectivement. Oui, oui. Moi aussi, j'ai dit des choses, j'ai évidemment exagéré, mais c'est le principe du jeu. Oui. Effectivement. Ok, allez, c'est parti. C'est à mon tour. Ah, je ne triche pas. Alors, qu'est-ce que je vais... un suspense. Alors, je le découvre en même temps que tout le monde. Ouais. Alors... Ranger sa maison ne sert à rien. Ok. Alors voilà, j'explique pour les apprenants de français. Ranger sa maison, ça veut dire mettre de l'ordre. Ça veut dire donc bien mettre les choses dans des placards. Voilà, faire son lit. Oui, faire les tâches ménagères aussi, ça en fait partie. Tout ça, c'est ranger, c'est mettre de l'ordre, mettre toutes les choses au bon endroit et ne pas laisser les choses dans le désordre. Donc, je dois être d'accord avec cette affirmation. Voilà, c'est vrai. Dans la vie personnelle, c'est pas du tout le cas, mais ranger sa maison ne sert à rien. Ça veut dire que c'est pas utile de ranger sa maison. Ok. Donc, effectivement, ranger sa maison, ça sert évidemment à rien parce que le gros problème, c'est que, en fait, quand on range les choses, après, on les retrouve plus parce que, en fait, si je vais ranger tout ce qu'il y a autour de moi, je vais plus rien avoir sous la main. Et donc, en fait, je vais être complètement perdu quand je vais vouloir avoir quelque chose. Je vais me dire, mais il est dans quel placard? Où est-ce que je l'ai rangé? Où est-ce que je l'ai mis? Donc, en fait, je vais passer mon temps à chercher les choses partout chez moi. C'est vraiment pas pratique, en fait. C'est vrai que voilà, c'est bien de ranger les petites choses par-ci par-là de temps en temps, mais la majorité du temps, il faut laisser en fait tout visible parce que ça fait gagner beaucoup de temps aussi. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on utilise dans la vie quotidienne.
on les a en fait sous la main et on n'a pas besoin d'aller les chercher dans des placards. Mais où est-ce que je l'ai rangé? Je me souviens plus et on perd notre temps à tout chercher. Donc, premièrement, pour moi, c'est une perte de temps de ranger les choses. On les laisse à l'extérieur des placards et comme ça, on peut les trouver tout de suite, on peut les trouver très facilement et on perd pas de temps. Et c'est beaucoup plus facile comme ça, en fait. Et voilà, je te laisse la parole maintenant. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est que quand tu dis qu'on gagne du temps à ne pas ranger, je pense bien sûr que c'est faux. On a l'impression de perdre un peu de temps quand on range, mais en fait, après, on en gagne beaucoup quand on doit chercher quelque chose. Il se peut que parfois, tu ranges quelque chose quelque part et que tu ne saches plus où tu l'as rangé. C'est possible. Mais la majorité du temps, quand même, tu vas savoir où tu as mis les objets et tu vas donc gagner beaucoup de temps au moment où tu en as besoin. Si tu cherches le sel et qu'il est rangé dans le placard des épices, ça va être quand même beaucoup plus rapide d'aller le chercher que s'il est quelque part dans la salle de bain. Donc, tu vas peut-être avoir l'impression de perdre du temps au début, mais ensuite, tu vas en gagner beaucoup, beaucoup plus tard. Et la deuxième chose, je trouve que quand on range sa maison, on a aussi une clarté d'esprit qui vient en même temps, qui vient avec. Donc, il ne s'agit pas seulement de ranger des objets de manière purement matérielle, mais c'est aussi pour se sentir bien, pour être plus détendu, être beaucoup plus clair dans sa tête. Je trouve que ça crée une sensation de sérénité d'avoir une maison bien rangée. Ok. Ouais. Le problème, c'est que pour ranger, il faut des placards, il faut des meubles, il faut des commodes, il faut des armoires. Donc en fait, il faut des cintres, par exemple, hein, pour accrocher un t-shirt, une chemise, il faut des cintres. Donc en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. C'est du consumisme, hein. On a besoin d'acheter beaucoup de meubles pour ranger des choses, alors qu'on pourrait les laisser à vue. Et comme ça, on n'aurait pas besoin d'acheter ce genre de meubles, hein, une commode, par exemple. Si on n'a pas de placard dans la chambre, il faut un placard, il faut une armoire pour ranger les affaires. Alors que si on les entasse, par exemple, sur une chaise, on prend ces t-shirts, on les pose comme ça sur une chaise. On n'a pas besoin d'acheter des meubles en plus. Et ça fait beaucoup d'économies, c'est beaucoup plus écologique. Et on n'a pas besoin de s'encombrer. Quand on déménage ensuite, c'est plus pratique. Si on n'a pas beaucoup de meubles, ce sera beaucoup plus pratique pour déménager. Ça ira beaucoup plus vite. On sera moins encombré si on veut déménager. Ça peut être aussi beaucoup plus pratique si on veut voyager, être nomade. Il y a de plus en plus de digital nomades, donc ils n'ont pas envie d'avoir des meubles qu'ils doivent revendre après. Donc ils ont pas d'intérêt à ranger leurs affaires et à juste les laisser traîner chez eux, entassés quelque part. Et comme ça évite d'avoir tous ces meubles partout. Les meubles prennent la poussière, donc il faut faire la poussière. Sous les meubles, c'est pas pratique de passer par exemple l'aspirateur. Voilà, tout ça crée ce genre de problème. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus difficile entre passer l'aspirateur sous un meuble ou soulever environ 10 000 objets pour passer l'aspirateur en dessous. Je pense que c'est quand même plus facile de faire le ménage quand on a des meubles et que tout est rangé dedans et que le sol, il est accessible, on va dire. Je pense aussi, quand tu parlais de consommation, d'avoir des placards et des commodes pour bien ranger, ça permet aussi de trier, de voir ce dont on n'a plus besoin. On peut aller les donner pour les faire, enfin les recycler ou les vendre d'occasion ou les donner dans des associations. Et donc, ça permet quand même de faire circuler ce dont on n'a plus besoin. Alors que si on entasse tout en piles de t-shirts, on va se retrouver avec plein d'objets dont on n'a plus besoin et on ne les verra pas. On ne saura même plus qu'on les a, on les aura oubliés. Et je trouve que ça, c'est pas tellement dans le sens du minimalisme, en tout cas. Voilà. Ok, bravo. Donc, c'était l'affirmation « Ranger sa maison ne sert à rien ». Donc là aussi, vous allez pouvoir voter sur YouTube dans les commentaires. C'est la numéro 2. Donc, pour la numéro 2, écrivez Fabien ou Colline. Votez qui est le meilleur, qui vous a convaincu
pour la numéro 2. Oui, j'avais oublié de dire pour la numéro 1. La numéro 1, c'était le football, le plus beau sport du monde est le football. Et la numéro 2, c'est celle-ci, ranger sa maison ne sert à rien. Je suis comme dans les émissions, voter 1 ou 2. Dans les émissions, dans The Voice. Télé-réalité. Ouais, ou The Voice, par exemple, etc. Ok. On y va? C'est ton tour? Allez. Ok. Donc, je pioche pour toi. On dit pioche aussi. Voilà. Ok. Et tu me dis stop. Stop. Ok. Alors. Ok. Écrire à la main ne sert à rien. Voilà. Donc, écrire à la main, donc le fait d'écrire avec un stylo ne sert à rien. C'est l'affirmation avec laquelle Colline est d'accord. Écrire à la main ne sert à rien. Ok. Bon courage. Merci. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Ça servait bien sûr avant, quand il n'y avait pas d'ordinateur, pas de technologie, de portable, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'écrire à la main, puisque de toute façon, dans le quotidien, on fait tout sur les téléphones, sur les ordinateurs. Les listes de courses, elles sont dans les notes du téléphone. Pour échanger avec les gens, c'est par texto ou par mail. Donc, je ne vois pas dans quelle situation du quotidien on pourrait encore avoir besoin d'écrire à la main. Okay. Je pense ici. Je pense aussi que ça, c'est une tendance qui va bien sûr continuer. À l'avenir, plus on va avancer, plus le progrès va avancer, les nouvelles technologies vont se développer de plus en plus et on aura de moins en moins besoin d'écrire à la main. On va vraiment dans une tendance qui est au numérique, 100% numérique. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inutile et qui le sera de plus en plus. Ok, merci. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, avec ce que tu dis. Pour moi, écrire manuellement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment utile pour plusieurs raisons. Alors déjà, je le sais en tant qu'apprenant de langue, le fait d'écrire à la main, ça te permet de mieux mémoriser les mots, parce qu'en fait, tu les composes finalement avec tes membres, et le cerveau va beaucoup mieux imprégner, va beaucoup mieux mémoriser. Donc, c'est une petite aide à mémoriser. Le fait d'écrire manuellement, comme par exemple, tu as un nouveau mot, tu vas le noter sur un petit cahier, et le fait de l'écrire manuellement, le cerveau va mieux mémoriser dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier point en tant qu'apprenant de langue. Okay, et ceux qui nous écoutent apprennent le français, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, c'est la première utilité. Et la deuxième utilité, déjà, c'est la beauté de l'écriture. Alors évidemment, avec un ordinateur, on peut imiter l'écriture manuelle, parce que sur un ordinateur, il y a des polices d'écriture qui s'appellent par exemple le handwriting, où ça ressemble à l'écriture manuelle, l'écriture à la main, mais ça remplacera jamais la beauté du geste, le fait de prendre un cahier ou un livre et d'écrire dessus, comme à l'école, hein, comme nous quand on était enfant, on écrivait. Ok, et on prenait avec la main, on écrivait manuellement, et c'était quelque chose de beau parce que il y avait beaucoup plus d'erreurs. Parfois, on se trompait, et en fait, on devait être beaucoup plus concentré sur ce qu'on écrivait. Donc déjà, ça permet ça aussi, ça permet de se concentrer sur ce qu'on va écrire pour essayer d'éviter les erreurs. Beaucoup plus que sur un ordinateur où on peut effacer avec la touche retour, c'est beaucoup plus facile. À la main, on a besoin d'un correcteur ou d'un effaceur, ça dépend de ce qu'on utilise, pour corriger. Donc, on a besoin d'être beaucoup plus concentré. Donc, ça permet de nous apprendre à être beaucoup plus rigoureux, à être plus soigné, à faire attention à ce qu'on écrit. Et en fait, de continuer à faire le geste, en fait, parce que si on n'écrit plus la main, on va perdre l'habitude et on va perdre le geste.
Donc, ça sert à tout ça, d'écrire manuellement. Ça sert effectivement à être beaucoup plus soigné, beaucoup plus méthodique, tout ça. D'accord. Alors, je ne suis donc toujours pas d'accord. Je pense que justement, le fait d'écrire à l'ordinateur, c'est beaucoup plus rapide que d'écrire à la main. Donc, ça permet d'être plus efficace dans le sens où on va écrire beaucoup plus de choses dans le même temps. En plus, on a tous les outils, par exemple, de recherche dans le texte, copier-coller, correcteur automatique, qui font qu'on va gagner énormément de temps et de productivité en utilisant les outils numériques. Et en ce qui concerne la rigueur, je pense qu'il y a d'autres activités qui peuvent nous apprendre à être aussi rigoureux que l'écriture. Par exemple, on peut tout à fait faire un loisir qui va nous permettre de travailler la rigueur, comme, je ne sais pas, de la calligraphie ou peu importe. Et on n'est pas obligé d'écrire pour garder cette compétence-là. On peut retrouver cette compétence dans d'autres activités. Ok. Ah, mon Dieu. Alors, je dirais que l'avantage d'écrire à la main, c'est de ne pas utiliser justement l'outil informatique ou les téléphones portables et de ne pas être dépendant de ça parce que de nos jours, on est dépendant. Est-ce que je vais avoir de la batterie? Est-ce que voilà, je vais être dans un endroit avec Internet pour écrire, etc. Alors que si on a juste un stylo et un cahier, ben, on n'est pas dépendant de tout ça, on est beaucoup plus libre. Donc, on peut écrire où on veut. On peut écrire voilà, assis sur un banc dans un parc. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir l'ordinateur avec soi ou le téléphone portable et être comme ça sur son téléphone et se faire mal aux yeux. Là, en fait, avec l'écriture manuelle, on a les sensations d'une écriture manuelle, on a l'odeur des pages du cahier, on a le fait d'écrire, okay, de vraiment poser l'encre sur quelque chose. Et on n'est pas dépendant voilà, d'une batterie, par exemple, ou de son ordinateur ou de tout ce matériel. Voilà, juste un petit stylo et un petit calepin ou un petit livret pour noter, et c'est tout. Donc, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ok. Tu veux contre-argumenter? Je commence à être d'accord avec toi. Non, j'ai pas d'autres arguments là qui me viennent en tête. Ouais, ok. C'est mon tour, c'est bien ça? Oui, c'est Ouais, ça. bon, déjà, voter aussi pour écrire à la main ne sert à rien. Donc, c'était l'affirmation de Colline. Donc, toujours pareil, c'est la numéro 3. Fabien ou Colline dans les commentaires sur YouTube qui va gagner le match. Ok. Alors, la dernière, c'est pour moi, c'est bien ça? Oui. Oui. Ok. Allez, la petite dernière pour la route, comme on dit. Alors, qu'est-ce que ça va être? Elles font polémique, hein, ces affirmations. Ok. Ouais. Être influenceur est un vrai travail. Ok. Ouais, mais ça me concerne. Ok, donc la numéro 4, ça va être être influenceur est un vrai travail. Ok. Alors oui, effectivement, être influenceur, c'est un vrai travail, c'est un vrai boulot. Parce que c'est pas seulement faire de la publicité, c'est pas seulement être un homme ou une femme sandwich. Un homme ou une femme sandwich, c'est ce qu'il y avait à l'époque dans la rue. Quelqu'un qui portait un panneau publicitaire avec marqué devant et derrière la publicité. En français, on dit un homme ou une femme sandwich. Quelqu'un qui marchait qui faisait la publicité dans la rue. Et souvent, les gens pensent que les influenceurs sont seulement des hommes ou des femmes sandwich, mais c'est pas du tout ça. En fait, un influenceur, déjà, il doit créer une communauté. Donc, il a déjà tout ce travail à faire avant d'être influenceur. Il doit obligatoirement avoir une audience, avoir un public. Et pour ça, il faut créer une communauté. Donc, en fait, on ne devient pas influenceur juste comme ça le premier jour. C'est pas possible. L'influenceur va être payé par les marques parce qu'il a un public, il a une communauté.
qui le suit, qui est des fans qui sont effectivement d'accord avec la façon de penser de la personne. Donc déjà, en fait, c'est un très gros travail de faire tout ça. Avant d'être influenceur, il faut déjà avoir créé cette communauté. Voilà, c'est une première étape. Ensuite, le travail qu'il y a à faire aussi, quand un influenceur veut faire de la publicité pour quelque chose, par exemple, il doit préparer. Il y a beaucoup de préparation à faire. Donc, il y a énormément de boulot à faire pour préparer cette publicité parce qu'elle n'est pas toute donnée, en fait. C'est la marque qui va dire, est-ce que tu peux me faire une publicité pour ça ou ça, par exemple? Et ensuite, l'influenceur doit fabriquer la publicité avec son propre style. Donc, en fait, il y a beaucoup de préparation. Il y a un énorme travail. Si c'est sur YouTube, ça va être faire une vidéo, enregistrer son écran pour montrer comment fonctionne le produit. Ça va être ou trouver quelqu'un qui va porter le produit si c'est un vêtement, par exemple. Voilà, tout ce travail qu'il y a à faire, c'est vraiment très long, très énergivore, très souvent fastidieux. Donc, on ne se rend pas compte de tout ça. On pense qu'on est juste des hommes sandwich, les influenceurs. Mais en fait, il y a tout ce travail à faire. D'accord. Alors moi, je ne pense pas comme toi. Je ne suis pas d'accord. Je pense que, en tout cas, moi, quand j'entends dans la phrase, c'était un vrai métier ou un vrai travail? Un vrai travail, hein, c'est ça? Oui. Est un vrai travail. Oui. Ouais. Moi, quand j'entends travail, je pense qu'il faut que ce soit... pour moi, c'est forcément quelque chose qui se fait dans la douleur, quoi, qui est difficile, qui est laborieux. Moi, j'imagine les gens qui allaient dans les champs, qui travaillaient toute la journée. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça, très durs. Et ça, pour moi, c'est un vrai travail parce qu'il y a du mérite derrière. Il y a des gens qui sacrifient tout leur temps, qui sacrifient parfois leur santé parce que c'est difficile. Ça, c'est un vrai travail, je trouve, qui inspire le respect. Pour moi, être influenceur, c'est simplement être sur son téléphone toute la journée, se prendre en photo. Quand on va se promener, on se prend en photo, on fait une petite vidéo. Bon, voilà, c'est vraiment pas ça que j'appelle un vrai métier, moi. En plus, bon, je veux bien quand tu dis qu'il y en a qui apportent de la valeur. Par exemple, il y en a certains, oui, qui apportent un peu de valeur, certainement, mais la plupart, quand même, ils se prennent juste en photo, eux, tous les jours, ils montrent ce qu'ils mangent, ils montrent comment ils s'habillent, et on appelle ça un vrai métier. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas. Mais en fait, les gens pensent que les influenceurs prennent juste une seule photo comme ça et c'est terminé, alors que pas du tout, parce que, par exemple, les influenceurs voyagent. Ils doivent voyager et parfois, c'est pas que du plaisir parce que ils partent en voyage avec tout leur équipement. Ils n'utilisent pas que le téléphone parce que c'est pas suffisant de nos jours. Ils partent en voyage avec tout leur équipement, donc leur matériel, l'ordinateur portable évidemment. Et on les voit travailler dans les aéroports en attendant l'avion. Ils travaillent tout le temps. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut préparer tout ça. Et ensuite, ils amènent leur matériel, leur appareil photo, par exemple, les batteries qui vont avec, les chargeurs, etc. Parce que avec le téléphone portable, c'est pas du tout de bonne qualité. Et en fait, ils font des photos tout le temps. C'est-à-dire que pour faire une seule photo, ils vont en faire, par exemple, 20 ou 30. C'est comme les top modèles, par exemple, ou les mannequins. Très souvent, la photo est ratée, ou il y a un problème, ou il n'y a pas le soleil, ou des choses comme ça. Donc, on ne se rend pas compte. Donc, par exemple, pour un influenceur voyage, il va passer peut-être 1 heure ou 1 heure et demie pour seulement une seule photo d'un produit, ou une seule photo où il se prend en photo avec un bijou ou des choses comme ça. Parfois, la personne va passer, par exemple, 1 heure, 1 heure et demie à trouver le bon angle, la bonne photo avec le bon paysage, etc. Donc, voilà, ça demande quand même pas mal d'efforts. Et en fait, la personne, elle ne peut pas profiter du voyage pendant ce temps. C'est-à-dire que souvent, on voit les influenceurs tranquilles au bord de la piscine. Et en fait, ils n'en profitent pas du tout. Ils sont vraiment en train de travailler. Ils sont dans leur lieu de travail, sur leur lieu de travail. Et ils ne profitent pas de la piscine. En fait, ils prennent des photos tout le temps, la bonne position, etc. Ou alors, ils demandent à quelqu'un de les prendre en photo.
Donc, voilà, c'est assez fastidieux à faire. Et nous, ce qu'on voit sur Instagram, etc., c'est que la photo, mais on ne voit pas tout le reste, les coulisses. Hein, on ne voit pas tout le reste derrière, en fait, tout le travail que ça demande. Toutes les heures. Et pendant ce temps, la personne, elle ne profite pas de son voyage. Par exemple, les influenceurs, on les voit en famille parfois et on voit que la personne, elle est tout le temps comme ça en train de se prendre en photo. Elle voudrait être avec sa famille, mais elle doit en fait être dans son travail en même temps qu'avec sa famille. Donc, elle doit combiner les deux. Donc, c'est difficile, c'est très difficile pour la famille et pour elle. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une tâche parfois très compliquée. Enfin bon, quand on voit les influenceurs qui sont là au bord de la piscine, en maillot de bain, en train de se prendre en photo, moi, je trouve pas que ça ait l'air très laborieux quand même. Hein. C'est pas un vrai travail, ça, de se faire bronzer au bord de la piscine avec un cocktail. Il y en a, tout le monde peut le faire. Ça ne nécessite pas de compétences particulières. Tout le monde peut faire ça. Moi aussi, je peux partir en voyage et prendre des photos et hop, je suis influenceuse. Tu vois, c'est pas du tout difficile tout ça. Ça ne nécessite pas de compétences, de formation. Ok. Ok, très très bien. Ouais, voilà, on peut s'arrêter là pour la numéro 4. Être influenceur est un vrai travail. Ok, c'était mon affirmation. Donc, je suis un petit peu concerné, évidemment. Donc, c'était marrant que je tire au sort cette carte-là. Très bien. Voilà, donc je remets les 4. Qu'est-ce qu'on avait au départ, le plus beau? Sport du monde et le football, c'était la numéro 1. Donc, votez Fabien ou Colline. Ensuite, être influenceur. Non, ça, c'était pas la 2. C'était ranger sa maison ne sert à rien. Ouais, ça, c'était pour moi. Ensuite, pour toi, c'était. Il faut que je la retrouve. Pourtant, j'en ai que 4. Écrire Oui. à la main. Oui, oui, oui. Je la remontre. Est inutile, oui, ne sert à rien. Écrire à la main ne sert à rien. Et la dernière, c'était pour moi. C'était être influenceur est un vrai travail. Donc oui, on le répète, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, on n'est pas forcément d'accord. C'était juste pour le jeu. Hein. Si vous regardez la vidéo ou si vous écoutez en plein milieu, il faut regarder depuis le départ parce qu'on était en train de jouer à un jeu avec Colline. Donc, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on a dit. Surtout pour la maison, je suis pas du tout d'accord. Et voilà, c'était le but du jeu, c'était de convaincre. Oui, il faut pas sortir les phrases du contexte, hein, surtout, s'il vous plaît. Ouais, voilà, surtout pas sortir les phrases du contexte, évidemment. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé, Colline, c'était vraiment cool. Merci à toi, c'était pas facile, hein, je trouve, comme exercice. Ouais, c'est pas facile du tout parce qu'il faut improviser, il faut inventer les arguments. Mais ça aide d'avoir la première personne qui parle, on entend les arguments et on se dit ah ouais, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Ouais. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc c'est dommage que le jeu n'existe pas en français. J'ai trouvé une sorte d'équivalent, mais c'était pas vraiment pareil. Mais j'ai trouvé ça vraiment super, ce petit jeu italien que j'ai trouvé sur un podcast pour apprendre l'italien. Donc je m'en suis inspiré et je les remercie. Et si jamais ils écoutent, si jamais ils regardent cette vidéo, merci à Stivale Italiano, c'est le nom du podcast. Voilà, je m'en suis inspiré, donc je les cite évidemment. Voilà, très très bien, merci beaucoup. Et Colline, tu donnes des cours de pratique de conversation via mon site internet qui est lefranchouté.com. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez demander un cours d'essai de pratique de conversation avec Colline et elle se fera un plaisir de vous aider. Très bien. Ok, merci beaucoup Colline. À bientôt. À bientôt, merci à toi. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.